Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Donc, avant de partir sur le dialogue avec Pierre-Édouard Meunier de PEM Images, les studios PEM Images, deuxième dialogue, c'est un peu le but aussi de ces dialogues, c'est d'avoir un suivi parfois. Ça sera un dialogue en personne. Je parle du dialogue de la version anglaise du podcast qui est avec Tommaso Carrara, un photographe italien. Donc ça, c'est podcast en anglais. Vous trouvez le lien sur ce podcast plus bas. Qui, après avoir vécu à Londres, maintenant est à Paris. Il va nous parler un petit peu des origines de sa passion et comment il travaille. Donc, pour le moment, tout de suite, le dialogue avec Pierre-Édouard. Et à peu près 15-20 minutes, vous aurez la deuxième partie du podcast où on parlera de différentes choses. On a eu un dialogue là, qui présentait un petit peu les raisons de la photographie de PEM. Je mettrai le lien en dessous. Et aujourd'hui, je trouvais intéressant d'aller peut-être un peu plus loin dans... Moi, j'aime beaucoup le travail de PEM, d'aller peut-être un peu plus loin sur ce que tu fais dans certains cas. Tu fais aussi des photos d'événementiel. Ton truc, c'est le portrait, clairement. T'as une manière d'approcher l'image du portrait. Mais aujourd'hui, je voulais peut-être parler avec toi. On a parlé en dehors du podcast du matériel. Je sais que tu travailles beaucoup avec du Leica, tu travailles avec toutes sortes d'appareils, en fait. Mais comment tu vois, en fait, pour les portraits, tu utilises du moyen format, du plein format, tu fais du film aussi. Comment est-ce que tu vois, par exemple, là, tu as un festival qui vient, le Venoge Festival, qui arrive cette semaine, je crois. Ouais, Ouais, exactement. ouais. Comment est-ce que tu te prépares, en fait? Comment tu te prépares pour un festival Alors, comment je me prépare pour un festival? Donc, on remarquera que l'interview n'est pas du tout préparée. Non, c'est le but un peu de ces dialogues aussi. Donc, du coup, je me prépare dans le sens que je réfléchis un peu à de l'endroit, de la distance où je vais me trouver pour faire les photos. Donc, ce qui va définir un choix d'objectif. Je vais aussi me dire, tiens, je vais plutôt être dans une atmosphère poussiéreuse ou humide selon la météo, donc il faut quand même que j'ai des appareils qui soient un peu résistants, surtout que je suis très maniaque. Donc déjà, il y a le choix, voilà, c'est le choix du matériel. Donc typiquement aussi, je me dis toujours aussi d'avoir 2 boîtiers. Ah ouais, pour la sécurité ou pour les objectifs? Alors les deux. Okay. En fait, c'est vraiment les deux. C'est histoire de pas avoir besoin de changer d'objectif, vu que les conditions sont pas toujours adéquates, beaucoup de poussière, c'est sec, ou alors la pluie. Et comme je rappelle, voilà, je suis maniaque, donc je fais gaffe aussi à mon matos. Et aussi sécurité, c'est qu'effectivement, si j'ai tout d'un coup un appareil qui tombe en rade, j'ai toujours le deuxième. Et là, actuellement, typiquement, tu parlais du Venoge que je vais couvrir la semaine prochaine. C'est un gros festival, d'ailleurs? Oui, c'est le plus gros festival je crois du Gros de Vaud. Voilà. Ouais, donc c'est un État en Suisse pour ceux qui écoutent d'ailleurs, un des États francophones. Exact. Et du coup, là, je sais que je vais aller bosser avec je vais travailler certainement avec un Q3 de chez Leica, un petit compact 28 mm, une grande ouverture, un 7. Ouais. Puis une grosse résolution, tu peux vraiment bien cropper dedans. Oui, une grosse résolution, effectivement. Donc du coup, ça va me permettre d'être plus discret, plus polyvalent, même approcher peut-être les festivaliers de manière justement pas trop intrusive. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis sinon, je vais aller avec une plus grosse bécane, certainement avec un Canon R3. Et puis un 28-90 qui me donne une grande polyvalence, ouverture 2. Et puis voilà, ça je pense que ça va être le combo que je vais utiliser. Puis après, si j'ai envie de me faire plaisir avec des choses un peu plus artistiques, je vais peut-être partir avec des Leica, avec des vises optiques pour pour mon petit plaisir au niveau un peu avec pour avoir des photos un peu plus différentes. Ah ouais. En fait, là, tu disais, nous, on en a déjà parlé un petit peu en dehors, mais t'aimes bien, en fait, t'as besoin surtout pour ces concerts, quand même, d'une rapidité d'action pour l'autofocus et ce genre de choses, hein, si j'ai bien compris. Ouais, d'où mon choix de bosser avec le Canon. Le Canon étant mes premières amours, et c'est vrai qu'au niveau de l'autofocus, c'est celui qui me correspond le mieux et qui me convient le mieux
pour des scènes en mouvement. Ouais. Ouais. Pour ce qui est tu parlais de la préparation, là, enfin, moi, j'ai aussi fait pas mal de photos de concert, mais pas à ton niveau pour ce genre de truc, clairement. Tu parlais de préparation, tu as fait ce festival plusieurs fois, c'est toujours au même endroit. Tu fais quoi? Tu te prépares un peu un plan dans la tête, où tu vas te déplacer en fonction des concerts, ou tu fais ça sur le moment? Non, c'est sur le moment parce que il y a des fois il y a les conditions aussi qui sont données par le staff officiel photo, Mhm. le staff presse sur place, qu'on reçu des consignes des managers des groupes. Ah ouais, ouais. Donc c'est un peu assez classique, c'est les trois premières chansons, ou alors des fois ça peut être la deuxième, la troisième, puis tout d'un coup la dernière, ça peut Mhm. changer. Et puis aussi les conditions changent. Tu sais jamais quel light tu vas avoir, donc Ouais. tu dois un peu improviser. Et puis comme je disais, les conditions aussi. Et puis il y a même des fois aussi des artistes qui veulent pas. Donc tu fais les photos depuis la fosse, hein, pour les gens qui savent pas, bah, c'est le devant scène, Ouais, c'est entre le public et la scène. ouais. Et euh, et c'est vrai que des fois, il y a des artistes qui veulent pas que tu te mettes au milieu. Donc, tu dois rester sur les côtés. Quoi, D'accord. voilà, Ouais, ouais, il peut donc y avoir ouais. plusieurs demandes ou consignes Ouais, plutôt. des conditions scénographiques un peu comme Il y ça a ça, imposées, ouais. puis aussi au niveau de la sécurité. Parce qu'il Ah, peut y ok. avoir aussi des engins pyrotechniques. Deux, trois fois aussi, il y a eu du feu avec Ah ouais. des canons de feu. Mhm. Voilà, donc tu dois aussi respecter ça. Donc, voilà. Puis pour les lumières, en fait, enfin là je parle technique. Comme ça, tu parlais des effets pas pyrotechniques, par exemple, des lumières, des lights. Des fois, ça flash, il y a des strobes, il y a des. Toi, d'un point de vue, pour ceux qui connaissent pas, qui aimeraient bien faire de la photo de concert, toi, tu te mets en mode manuel, tu bloques tes expositions et tes ouvertures. Comment est-ce que tu approches la chose? Ou tu te mets en tout automatique? Alors non, je ne bosse pas en tout automatique. Après, j'ai pas une grande expérience du concert, hein. Mhm. C'est un métier. Ouais, ouais. J'ai des potes qui font ça vraiment à fond. Moi, c'est occasionnel, mais c'est vrai que j'ai pas de méthodologie au fait fixe. Je m'adapte sur le moment. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je bosse jamais en full automatique. D'accord, ouais, donc tu Voilà, bloques quand c'est même des vraiment paramètres. voilà, soit je bloque et je fais en focus manuel, soit je suis en autofocus, ça dépend un peu des paramètres du moment en fait quoi Ouais. du ouais. Le, enfin, la photo de concert, je sais que pour pas mal de photographes qui aimeraient faire de la photo de concert ou des amateurs, ils ont toujours le côté un peu, tu sais, romanticisé, comment on dit ça? Enfin, un peu romantique du photographe qui débarque, qui fait le backstage, qui voit les artistes en vrai, qui a une super ambiance et tout. Ce que tu disais avant, en fait, ça y ressemble pas beaucoup. Tu peux quand même faire du backstage dans ces conditions-là, ou comment ça se passe, en fait? Alors comme je disais aussi, c'est j'ai des collègues qui pourraient mieux répondre que moi, mais Ouais, pour ma petite expérience dans le domaine, je remarque en tout cas pour des gros festivals que les backstage, à part si tu as des accréditations spécifiques parce que tu fais partie de l'organisation et que c'est convenu, ouais, ouais. euh, en tant que freelance comme moi, tu t'as pas accès. Ah ouais, ouais, donc c'est pas... Maintenant, j'ai l'impression, mais c'est vraiment, ça n'engage que moi, c'est que justement les artistes, certains ou en tout cas les managers n'ont pas envie que tu te frottes trop aux artistes. Hmm. Ils ont envie d'avoir la paix, leur intimité aussi, ou se retrouver un peu entre eux. Donc c'est vrai que d'avoir un photographe dans les parages, je pense que les gens sont pas trop rassurés ou voilà, ça c'est pas très Hmm. apprécié. J'ai eu l'occasion de passer des fois dans des backstage pour aller sur le site à un endroit spécifique, quoi. Bref. Ouais. Et voilà, genre on m'avait bien fait comprendre qu'il fallait que je planque un peu mon appareil ou que j'ai le capuchon sur l'optique. Ah ouais, Mais ouais, je pense d'accord. que ça c'est aussi un phénomène actuel parce que voilà, il y a les photos qui circulent de tout et de rien sur tous les réseaux Ouais. et puis que les photos peuvent être interprétées Ouais, de ils veulent différentes manières. contrôler un petit Et peu voilà, leur... ils veulent ouais. contrôler leur image et puis il y a aussi le fait qu'il y a des gens peut-être malveillants qui vont publier des photos qui peuvent être justement mal interprétées Hmm. ou voilà, ou interprétées, voilà. Mais toi enfin, on se connaît quand même assez bien. Toi qui aime beaucoup les gens, qui aime beaucoup les ambiances, qui aime bien attraper les moments comme ça humains. euh, Toi, le retour de ces festivals, ton plaisir, t'arriverais un peu à décrire ce qui te fait plaisir quand tu y vas? Moi, c'est l'adrénaline. J'aime ces moments où tout d'un coup, bah voilà, tu cours d'une scène à l'autre, tu t'échanges avec d'autres professionnels. Mhm.
c'est des chouettes moments et puis c'est un moment où on est plusieurs à partager notre passion. Puis on est coupé du monde, je trouve, parce que quand je fais ça, en règle générale, je prends congé et je vis intensément pendant 4 jours, presque, j'ai envie de dire, presque 24 heures sur 24, avec la même équipe, les mêmes gens que je côtoie. Puis ouais, c'est une petite bulle comme ça, c'est avec de la musique intemporel. en plus. T'as la musique et tout. tout. Mais au fait, moi, je vais même pas pour écouter, quoi. Je vais vraiment faire de la photo. Ah ouais. Le concert, pour moi, il peut y avoir des groupes qui me parlent pas du tout, mais ça arrive souvent. Ouais. Mais j'aurais tout autant de plaisir à essayer de choper la bonne photo et puis quoi, à me faire plaisir. Ouais. Et puis il y a ces petits moments, moi, que j'adore, c'est quand t'es une bonne équipe aussi de photographes et puis qu'on se connaît, et puis qu'il y a une confiance. Il y a ces petits moments d'échange, de partage où tout d'un coup on sait qu'il y en a un qui a fait qui a fait une photo incroyable. C'est pas la bonne, mais qui a fait une photo incroyable parce que tout d'un coup t'as le chanteur, la chanteuse qui le regarde, qui le fixe, on lui met, on montrant du doigt et tout. Et puis tu tapes sur l'épaule du photographe, de ton collègue, puis tu dis putain celle-là j'espère que tu l'as eu, c'est génial, trop cool, tu me la montres. Vas-y, il y a ce moment qu'elle a, et puis c'est grisant en fait. Non, c'est ça que j'adore, ouais. Ouais, puis un petit dernier truc, après on arrête de t'embêter en interview comme ça. Mais pour ceux qui écoutent, toi, tu fais quoi de toutes ces photos en fait? Tu te retrouves avec beaucoup de photos, après tu dis 4 jours là, tu dois avoir des milliers de photos. T'édites comment? Tu sélectionnes? Comment ça se passe après? Alors, il y a typiquement, je sélectionne bien sûr. Je fais mes choix de photos. C'est vrai que de temps en temps, je fais des petites séries de rafales donc ça fait une grande quantité de photos pour avoir plus de choix. Puis ensuite, ces photos, je les édite, je les trie tout ça et je les mets à disposition d'un journal régional. Qui les publie sur sa page Facebook et son site, et puis après ils en sélectionnent quelques-unes pour les printer pour le journal au fait, et puis moi après je publie pour moi sur mes plateformes diverses numériques. Mais en termes de masse, tu sais à peu près combien de photos tu fais sur 4 jours Non, comme ça? non, je sais pas. Bon, c'est dans les milliers, j'imagine. Oui, c'est clair. Ouais. Non, bon, je te remercie beaucoup pour ce petit moment de avec partage. plaisir. Puis on en refera d'autres, c'est clair. Cool. Merci. Je t'en prie, merci à toi. Deuxième partie du podcast, on va parler de plusieurs choses. Première chose, je voulais parler d'un festival qui a lieu dans la partie suisse alémanique de la Suisse, à Olten. Donc la Suisse étant assez centrale en Europe, je trouvais ça assez intéressant. C'est un festival qui s'appelle le International Photo Festival Olten, qui a lieu du 23 au 27 août, du mercredi au dimanche. Ça se trouve dans une petite ville donc, de Suisse alémanique, de 17 000 habitants environ, dans le canton de Soler, qui est un de ces cantons germanophones. C'est entre Zurich et Berne, en gros. C'est assez accessible depuis un peu partout. Et donc, ce festival proposera de nombreux workshops, lectures de portfolio, conférences, autres activités, et aussi des expositions, évidemment. La principale étant celle de Martin Parr, pour à nouveau que ça intéresse. Donc, je mettrai le lien sur le site ipfo.ch. Et j'en parle aussi parce que, indépendamment du fait que le prix est de 25 francs pour une journée, les activités séparées, les workshops notamment, sont un coût supplémentaire. Il y a toutes les infos sur le site. Mais il cherche aussi des volontaires. Donc si vous avez envie de participer à un festival photo de l'intérieur, et je crois en tout cas sur le formulaire de demande, il demande s'il y en a qui parlent français ou italien. Donc en tout cas anglais, je pense que ça peut être utile, et allemand, moins nécessaire. Très utile aussi vu que c'est dans une partie germanophone de la Suisse, mais il y a un lien sur la première page du site qui vous permet de vous inscrire comme volontaire, donc c'est tout bientôt, n'hésitez pas. Ensuite, je voulais parler d'un petit projet que j'ai découvert d'une personne qu'on connaît pour la plupart d'entre nous, en tout cas moi que je suivais déjà, mais dont j'ai entendu parler par Petapixel, par le podcast. Je mettrai aussi le lien sur ce podcast en anglais qui est assez intéressant, si vous aimez la photo en général. C'est divertissant. C'est le projet Abode de Stuart Temple, donc ce londonien qui habite en Grande-Bretagne. C'était déjà démarqué en
en essayant de créer la polémique, mais surtout de libérer des droits certaines couleurs. En fait, il l'avait fait pour des pigments noirs, parce qu'il y avait eu Kapoor, cet artiste qui avait créé une licence, une patente sur une couleur de noir pour que les artistes devaient ensuite payer pour cette couleur. Donc il en avait créé un autre qui était vraiment très noir. Puis ensuite il a aussi essayé de libérer les utilisateurs des palettes de couleurs Adobe en créant une palette libre de droit. Car Adobe avait décidé de faire payer la licence à son choix de couleur. Et là, en fait, il s'attaque directement à la suite de Adobe en appelant son projet Abod. C'est un financement participatif qui est terminé, mais je mettrai quand même le lien sur le financement. Mais bon, il cherche des programmeurs, il cherche visiblement des participants et un peu de traction en termes de médias. Et effectivement, comme nombre d'entre nous, je pense qu'on en a un petit peu marre de payer, enfin pas forcément de payer, mais d'être coincé avec une location d'une suite Adobe pour ceux qui l'utilisent. Donc on cherche d'autres outils en général. Et donc ce projet Abod proposera plusieurs applications. Donc OnDesign, qui a priori voudrait remplacer InDesign, Illustrate It pour Illustrator, Photopop pour Photoshop, et ensuite un dernier truc qui s'appelle Impress, qui est une série d'applications mobiles. Alors je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de remplacement à Lightroom. Alors, il y a des alternatives, mais c'est vrai qu'Adobe, là, alors le produit est bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a de très nombreux aspects, très nombreuses dimensions des produits d'Adobe sont vraiment incroyables, sont excellents. Mais pour nombre d'entre nous, comme je disais avant, on est en train de louer une licence d'un outil dont on n'utilise probablement pour la plupart pas toutes les options. Et il y a énormément, en tout cas pour moi, j'en ai vraiment marre de certains choix d'expérience utilisateur qui sont liés à des fonctions que j'utilise pas. Donc je pense par exemple à ces interactions entre Lightroom et Photoshop, où Photoshop décide de glisser des éléments dans la librairie en fonction de l'utilisation qu'on a, d'activer l'une ou l'autre application indirectement en fin de processus, ou même simplement les emplacements de sauvegarde qui ont une logique bizarre pour quelqu'un qui fait de la photographie comme moi. Et toutes ces fonctions en fait qui sont moi que j'utilise pas en fait, et qui ne proposent pas de possibilité et on n'a pas forcément envie aussi d'utiliser leurs applications en ligne ou minimalistes qui n'ont pas les fonctions utiles vraiment fines. Autrement, il y a toujours des expériences utilisateurs qui sont assez bizarres. L'interfaçage est assez bizarre. Faut appeler un chat un chat. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir le projet Abod. C'est marrant, ça va être aussi intéressant de voir comment il se débrouille par rapport aux droits, aux noms tout simplement, qui ressemblent beaucoup. Enfin moi je suis assez curieux, c'est un feuilleton qui démarre. C'est un projet qui a déjà en plus recueilli à peu près 210 000 euros des 58 000 qui étaient demandés. Donc on va voir quelle est la prochaine étape et où ça va. Ensuite, pour ce qui est du projet podcast, alors c'est la dernière chose dont je vais parler aujourd'hui, pas beaucoup d'avancées. Je suis toujours en cours de capturer des photos avec un équipement dont je n'ai pas l'habitude, voir si ça augmente ou que ça change ma créativité. Mais en attendant que j'ai fait ces photos avec la Hasselblad, j'ai tenté de changer les fonds des 2 dernières pages du projet en cours. Et j'y ai mis 2 photos qui venaient d'un shoot que j'avais appelé en anglais Flowers to Failure, des fleurs à la défaite. Ouais, c'est pas exactement ça, mais bon, je préfère la version anglaise. On revient à nouveau à la problématique du sens des mots quand on les utilise pour un projet photo. Comment est-ce qu'on fait pour traduire ? Et donc ça sont 2 photos que j'ai faites avec de la pellicule instantanée en 2019. Donc j'ai tiré de ce shoot 2 photos que j'ai mis en fond. Puis je vais les laisser un peu mûrir, voir ce que ça donne, voir si ça m'inspire ou pas. Tout en laissant les premières photos de fond qui étaient, elles, plus habituelles. Appelons ça comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à passer des commentaires, des suggestions et à laisser des messages vocaux aussi, il y a le lien en dessous. Puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine.